Marvin, bonsoir. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis dirigeant de la société, comme c'est écrit, NHD, qui est une société d'investissement privé. J'ai réuni autour de moi des dirigeants d'entreprise qui souhaitent investir dans ce qu'on appelle dans l'investissement evergreen, donc du très long terme, dans des startups, des entreprises pour pouvoir les renforcer. On en reparlera un petit peu après. Je suis également dirigeant de 2 agences qui font du développement informatique et de la communication digitale. On va en parler après. Pourquoi je vous explique ça? C'est ce qui m'a amené ici. L'idée avec Olivier, on a sélectionné une dizaine de grands sujets sur lesquels on veut vous partager un petit peu les actualités et nos points de vue et récolter aussi vous ce que vous en pensez. On va parler d'IA, on va parler de financement, on va parler de RH, on va parler de beaucoup de choses. Et l'idée, c'est aussi de voir l'interaction avec vous. Alors vous allez voir, on a pris un outil pour pouvoir faire ça. C'est aussi une première du coup pour ça en termes de conférence, mais ça devrait bien se passer en tout cas sur le format. Alors, on passe tout de suite au contenu pour pouvoir se connecter et tout. Il y a un peu de logistique. Exactement. Ça te va? Exactement. Alors, ce que je vous propose, vous allez pouvoir prendre vos téléphones. Évidemment, vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Hop. C'est aussi probablement la première conférence où les conférenciers invitent les gens à regarder leur téléphone. Exactement. Exactement. Donc vous voyez ici, vous avez un QR code dont on a tous l'habitude maintenant, ou une adresse et un code que vous pouvez rentrer. Et vous allez être connecté sur une interface qui va vous inviter à patienter. Pour les 10 sujets qu'on va aborder tous ensemble, on va avoir une question qui va s'afficher. Cette question, on va l'aborder, nous, en vous présentant un petit peu les informations qu'on a récoltées ou les avis qu'on a. Et on va vous inviter à donner votre avis. Il y a plusieurs formats différents qui sont prévus pour chaque question, tantôt des nuages de mots-clés, tantôt des classements, parfois même juste des idées, du brainstorming. Vous pourrez écrire à n'importe quel moment, pendant qu'on vous parle, pendant qu'on explique. On essaiera de rebondir sur ce que vous pensez et on essaiera de voir un petit peu si notre avis est similaire, très différent ou pas. OK ? Je vous propose déjà de tester le premier. Alors, pour ceux qui arriveront après, parce qu'il y a des gens qui vont arriver un petit peu en retard, c'est normal, ils peuvent normalement se connecter si d'autres personnes peuvent leur dire quand ils arrivent. En fait, ils n'auront plus le QR code, mais ils pourront se connecter sur booklab.com et rentrer le code de l'événement qui apparaîtra en haut. Je le répéterai peut-être quand ils arriveront. Alors, je vous propose de commencer par ça. Normalement, ça affiche la question sur votre téléphone. C'est juste un test. Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez mettre un petit mot, bonjour, merci, c'est super, on est content. Et normalement, tout devrait, oui, hello, voilà. Tout va apparaître au fur et à mesure. C'est magnifique. Du coup, ça fonctionne, c'est bon. C'est ce que vous allez avoir pour certaines questions, alors pas les premières. On n'a pas mis de modérateur, hein. Donc attention, tout ce que vous écrirez sera affiché, évidemment. Mais vous avez compris le principe, il y a des sujets comme ça sur lesquels on va avoir des questions très ouvertes et sur lesquels on va vous demander de vous positionner et de nous dire, vous, comment vous ressentez les choses. Pour revenir sur le titre de la conférence, WhatsApp 2024, notre objectif, c'est de boucler un peu sur ce qui s'est passé en 2023 et de discuter ensemble sur comment on voit 2024. OK ? Alors, le premier sujet que je vous propose, on va être sur le sujet communication et marketing. Vous avez normalement sur vos mobiles, donc ça va être à chaque question, hein, vous pouvez garder vos téléphones avec vous. Romain, tu peux te connecter, vas-y, installe-toi. Là, vous avez 8 sujets. Alors, la question qu'on vous pose, c'est dans votre semaine classique, aujourd'hui, alors plutôt professionnelle, hein, mais vous pouvez tout mélanger en même temps, vous allez classer, on vous invite à classer quelle est l'activité que vous faites le plus en premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et on va afficher les résultats une fois que vous aurez fait le tri. Vous êtes déjà 19 à être connectés. L'idée étant de, vu qu'on est sur communication marketing, on va parler de réseaux sociaux, on va parler d'actualité, de comportement, d'évolution des comportements. Et je vais m'appuyer sur des sources que j'ai en interne. Évidemment, je vous ai parlé d'Agence Adverti. Et on a fait un webinar pas plus tard que la semaine dernière. C'est un format qui fonctionne bien. On a lancé aussi le podcast, le format informatif, comme ça, comme vous le connaissez. Donc oui, l'actualité, effectivement, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'usages qui évoluent, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc, comme on veut vous le montrer, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. On doit adapter nos méthodes de communication aussi. Tout le monde ne communique plus pareil, tout le monde ne fonctionne plus pareil. Et en réalité, les agences le disent. Donc, je m'appuie sur
ce qu'évoquait l'agence la semaine dernière en webinaire. On a par exemple une tendance qui ressort beaucoup, c'est l'usage de plus en plus important des messageries privées. Aujourd'hui, même vous êtes indirectement tous et toutes utilisateurs de Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Mais on voit des usages très différents d'année en année. Et ce qui se marque le plus aujourd'hui, c'est, si on prend l'exemple de WhatsApp ou Messenger, il y a des actions de plus en plus courantes, fréquentes qui arrivent pour pouvoir utiliser ces réseaux. On est un petit peu moins alerte sur de la publicité grand public, sur des grandes affiches, des grandes annonces. Un autre chiffre que je trouvais intéressant aussi, tout est intéressant, l'animatrice du webinaire est présente dans la salle, mais tout est intéressant, mais c'est la moyenne des réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, chaque personne utilise en moyenne 7 réseaux sociaux. Alors, je vous laisse compter, je vous laisse essayer de réfléchir. Alors, je rebondis en même temps sur ce que vous affichez en même temps. On a une paire de classements. Alors, vous voyez, les réseaux sociaux, les emails, ça va être un sujet aussi. Je ne saurais pas vous dire quelle va être l'évolution, mais je pense que tout le monde aujourd'hui est à peu près capable de dire qu'il est noyé sous les emails, noyé sous les demandes, sous les messages. Alors, noyé ou arrive à s'en sortir, mais en termes de productivité, en termes de communication, ça change quand on se met de l'autre côté, du côté diffuseur, ça change un petit peu les pratiques. Et vous en ressortez ce que je viens de vous dire, tout le monde a mis la messagerie en troisième. En gros, une fois qu'on a mis les réseaux sociaux et les mails de côté, c'est messagerie, messagerie, messagerie. Il y a énormément d'applications de contrôle de temps que vous passez sur les applis, le bien-être numérique, la limitation des notifications, tout ça va impacter un petit peu notre manière de communiquer l'année prochaine. Vous voyez aussi évidemment l'arrivée des nouveaux réseaux sociaux, les TikTok et compagnie. Alors, arrivée et développement, je vais dire. Et puis après, pour le reste, alors on est sur du relativement classique. On a lecture d'actualité, autres, vidéos en ligne, etc. etc. OK. L'autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment l'évolution des modes de communication. Je vous le disais, alors par exemple à l'agence, on s'est lancé dans le podcast en septembre dernier. Ce sont aussi des modes de diffusion. Alors c'est très indirect, hein, il faut les analyser. On est sur de la notoriété, du partage d'informations, mais les chiffres sont intéressants. On va toucher potentiellement moins de monde en quantité que d'autres actions, mais il y a une relation qui se passe de la réassurance auprès des clients. On a aussi certains prospects qui entendent parler de l'équipe, qui connaissent mieux du coup les personnes. Bref, ça nous permet de communiquer directement et indirectement à des prospects, des clients et à d'autres personnes. Alors on n'est pas dans le recrutement aujourd'hui, mais on pourra en parler aussi. Voilà. J'ai d'autres votes qui arrivent. Vas-y, si c'est tu vrai veux. que sur ce sujet-là, d'ailleurs, on avait déjà identifié que les micro-influenceurs ou les nano-influenceurs avaient cet impact-là, cette capacité à faire de la réassurance, à être prescripteur. Et c'est ce que, à votre échelle aussi, vous êtes en train de faire avec ce podcast. Je suis toutefois surpris de voir que la partie ça y est, la partie série Netflix augmente fortement sur la première combinaison. Mais c'est vrai que dans les premiers votes, c'était relativement faible comparativement aux autres médias. C'était une surprise. Donc voilà, on pourra en reparler un petit peu après. Hein. Je fais attention au temps aussi, parce que 10 sujets, 5 minutes, ça fait 50 minutes, on aura dépassé, donc on va aller vite. On est disponible pour en discuter après aussi, je le répète, c'est un cocktail. Mais voilà, pour les premières infos, pour tout ça, je rebondis juste là-dessus, effectivement. Ce qui est important, c'est les sources d'actualité digitale. Je l'ai écrit, hein, recommandation personnelle mais objective, c'est promis. Il y a beaucoup de sources d'informations. On parle de volume, de quantité d'infos qu'on a à gérer, comment piloter, filtrer, etc. C'est évidemment pour nous un sujet 2024, mais vous êtes présents ce soir pour faire de la veille aussi, donc vous en êtes conscients, pardon. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, si vous voulez, il suffit de se connecter sur le site tout là-haut et de rentrer le code pour... C'est bon ? Je vous propose de passer à la question suivante. Oui, question suivante du coup sur les startups. On est à la Technopole, incubateur de startups ici à Troyes. Et du coup, la question qu'on vous pose ce soir, c'est selon vous, quelles sont les grandes tendances pour les startups en 2024 avec un sujet premier sur la partie financement des entreprises, financement de l'innovation. Comment vous envisagez 2024 zèbre ou licorne. Je vais détailler un tout petit peu, après je vous explique juste les boîtes.
Zèbre ou licorne, il y a partout, mais avec quel business model? Je crois qu'il y a des experts dans la salle. Et le désintérêt pour, pardon, je ne vois plus la dernière partie pour le Web 3. J'avais occulté ça de ma mémoire. Sur la partie donc financement de l'innovation. Moi, ce que j'observe, et pour en avoir discuté avec certains financeurs, que ce soit du public ou financeurs privés, là aussi, il y a des experts dans la salle et je ne parlerai pas, je parle sous leur contrôle. 2024 sera probablement encore une année compliquée. La fin d'année 2023, l'été, le nombre de crédits disponibles était limité. Pour 2024, ce que nous dit la BPI, c'est qu'il va y avoir une réorientation davantage sur les projets deep tech et sur les PME industrielles. Le cœur de métier de la technopole avec des boîtes innovantes, mais pas deep tech, qui peuvent aller rapidement sur le marché. Visiblement, ce type de financement-là par BPI sera un peu plus complexe en 2024 que c'était le cas en 2023 ou 2022. On sent un petit peu cette fin de l'argent magique, pour reprendre l'expression qui était en vogue durant les années Covid. On sent que ça y est, là, on est sur une fin de tendance là-dessus et que ce sera plus compliqué. Il va probablement aussi falloir se réinventer du coup au niveau des startups, aller encore plus vite, atteindre sa cible, proposer un produit le plus tôt possible pour avoir du chiffre d'affaires et de l'attraction. On reparlera sur la partie vraiment investisseur. C'est ce que j'allais dire, parce que ça a été cité effectivement pour ce qui est investissement privé, on en parlera aussi. Ça se resserre également aussi sur le monde de l'investissement privé. Alors les fonds, les VC, Business Angel, avec des mécaniques un petit peu différentes. Ça fait déjà quelques années, mais ça va se renforcer encore plus avec des modèles de rentabilité. Le modèle de levée de fonds, tout ce qui s'ensuit est en train d'évoluer. Donc on pourra revenir un petit peu dessus. Ouais. Ce qui nous amène assez logiquement sur la deuxième boîte, Zèbre ou licorne. Les licornes, ça doit être à peu près clair pour tout le monde, les boîtes qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard. Les zèbres, du coup, c'est le nouvel animal de la galaxie startup. C'est les boîtes à impact, globalement, pour synthétiser. Et du coup, aussi plus rentable dès la création, des modèles avec une croissance un peu moins exponentielle. On se rapproche un tout petit peu plus de l'économie traditionnelle. Donc voilà, est-ce que en 2024, ce sera la grande année des zèbres, et ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, aller plus vite sur le marché, une croissance peut-être un peu plus limitée, forte tout de même, mais avec des modèles scalables et rentables assez rapidement. Concentration des disparition des licornes. Alors, disparition, je ne sais pas s'il y aura disparition des licornes. Vu que c'est beaucoup basé sur de la valorisation, ils vont prendre un petit peu, c'est sûr. On en voit déjà quelques-uns. Ouais. Après, dans quelle tendance, je pense qu'on pourra en reparler. Ouais. On était arrivé, c'est vrai, sur des startups qui là, par contre, étaient jusqu'à 10 milliards ou plus. Ça effectivement, alors en France, c'était très exceptionnel et ça le sera encore probablement un peu plus en 2024. Mais c'est sûr. Sur l'IA partout, mais quel business model? On voit, c'est évidemment la grosse vague, le tsunami 2023, avec la possibilité de rendre aussi très accessibles ces technologies, notamment à travers le store d'OpenAI et la possibilité de créer des GPTs assez facilement. Je ne serais pas capable de le faire, mais en tout cas, c'est accessible au commun des mortels. Les cas d'usage se multiplient. Mais ensuite, quel business model derrière? Comment monétiser? C'est une complexité parce que forcément, plus le nombre d'utilisateurs est important, plus les coûts augmentent et c'est pas forcément avec des économies d'échelle très importantes. Donc il faut arriver à monétiser, surtout que ce sont des services qui traditionnellement étaient gratuits. Et on le voit sur Edge aujourd'hui où GPT est gratuit. Donc il y a un besoin pour les entreprises d'arriver à monétiser. C'est pas juste du gadget, et donc ça doit être vraiment le cœur et la création de valeur des startups qui souhaitent se lancer là-dessus.
Donc voilà, il y a un sujet aussi sur la capacité à monétiser, à trouver un business model rentable. Et le dernier? Exactement. Donc très, très, très bon point avec la possibilité du coup d'avoir une première partie qui soit gratuite pour les utilisateurs et puis une utilisation qui devienne payante à partir du moment où l'usage est ancré. Et le désintérêt pour le Web 3, du coup, juste un chiffre, on va essayer de ne pas vous assommer avec de chiffres ce soir, mais celui-là, je l'ai trouvé intéressant. On parlait de valorisation des startups tout à l'heure. Sur le sujet du Web 3, entre 2022 et 2023, la valorisation des startups identifiées Web 3 a baissé de 78%, passant de 20 milliards à un peu plus de 4 milliards. Donc là, on a un vrai dégonflement d'une bulle probablement. Est-ce que pour autant ça marquera un désintérêt des cas d'usage liés au Web3 à la blockchain? J'ai mon avis sur la question. Je pense que justement c'est plus de maturité. Il y avait un petit peu une crise de croissance qui est en train de se résorber tout doucement, violemment pour certaines boîtes qui étaient survalorisées. Mais on arrive avec des technos qui sont matures et des cas d'usage aussi un peu plus précis. Donc à mon avis, il va y avoir un engouement nouveau sur le sujet Web3. Oui, tiens, il y a des réactions. On Exactement. l'avait dit. Non, bah, effectivement, le sujet Web3, alors c'est comme pour beaucoup de sujets, hein, on le voit souvent, vous connaissez certainement la courbe d'acceptation, entre guillemets, et de professionnalisation des sujets. Au début, tout le monde a peur ou ne connaît pas. Après, tout le monde trouve ça extraordinaire. Et puis après, on professionnalise le sujet. Là, on espère, on va se dire qu'on est au niveau du sujet et que ça va arrêter d'être un buzzword au niveau des présentations, mais vraiment une techno utilisée, utile au bon endroit et pas des coups de NFT ou autres placés un peu n'importe où, quoi. Effectivement, on voit manque de culture du grand public, oui, des BlackRock, Bitcoin, etc. Enfin, oui, des technos qui peuvent aussi permettre de démocratiser le sujet. La mauvaise presse, peut-être en termes de compréhension, on pourra en discuter. Et puis, bah, comme on disait, oui, reconcentration de la blockchain sur de vrais projets. OK. Si vous avez d'autres choses, hein, vous pouvez les ajouter. Alors, effectivement, par rapport à tout ce que tu évoquais, je pense que sur 2024, je voulais revenir juste sur les zèbres et les licornes. Nous, on a un sujet aussi là-dessus, c'est qu'effectivement, je reviens un peu côté investissement privé. Aujourd'hui, on regardait peu ce qu'on appelle les entreprises qui sont bootstrappées. Une boîte bootstrap, pour le langage, c'est ces boîtes qui arrivent à se développer sans investissement extérieur, ce qui est quand même, de manière générale, un modèle qu'on retrouve plus en province. Il y a plus rarement de l'investissement, mais ça devient des boîtes qui sont mieux regardées et mieux valorisées, entre guillemets, parce que il y a cette différence avec ce qu'on peut imaginer un peu dans les licornes, où c'est juste la valo qui compte, et puis le chiffre d'affaires et la rentabilité. Ça, alors je ne sais pas pour combien de temps c'est terminé, mais c'est un peu poussé par le besoin financier. Il n'y a plus d'argent magique, comme tu l'as dit, et donc ça va être une vraie manière de voir les boîtes différemment, que ce soit dans les pitchs, dans les présentations, dans ce qu'on veut. Le but, c'est plus de se dire je vais être revendu 500 millions. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus personne qui peut acheter 500 millions. Enfin, plus personne. Il y a moins de monde. Donc maintenant, par contre, de dire je vais faire bosser 20 personnes et j'ai un modèle qui est rentable, vous positionne bien mieux dans le segment des startups. Et je crois que c'est aussi une mentalité qui te convient davantage. Oui, ça me va bien. On pourrait y revenir après si vous avez rajouté d'autres choses. Je vous propose de passer à la suite. Alors c'est un petit peu dans la même veine, on reste sur le même format. Là, on est resté sur des sujets plus généralistes, alors sans exemple particulier. De manière générale, sur le monde de la tech, je vais vous montrer une étude juste après, très rapide. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Que va-t-il se passer en 2024 dans le monde de la tech de manière générale? Alors, il n'y a pas que de la tech, hein. Après on parlera plus aussi RH, etc. Enfin, mais dans le monde qui nous entoure, dans l'écosystème qu'on connaît tous, que ce soit en termes de emploi, recrutement, bien-être et rémunération, offre et marché et numérique responsable. Juste après, je vais vous montrer quelques chiffres sur ce qui s'est passé en 2023, sur ce qu'on imagine qui va se passer en 2024 et quels sont les choix que les boîtes vont faire. Donc vous, demain, quel que soit votre stade de maturité, le stade de votre entreprise, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de recrutement, en termes d'emploi? Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de bien-être et de rémunération? Sur ce sujet-là, je vous donne un exemple. Il y a eu une grosse inflation pendant un an.
les boîtes du numérique ont dû plus ou moins appliquer l'augmentation des salaires relative à l'inflation. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous pensez que les boîtes, de manière générale, l'ont fait ou pas? L'offre et le marché, est-ce que le marché se resserre? Est-ce que vous avez plus ou moins de deals? Ce qu'on appelle aussi le book to bill. Combien de temps vous mettez? Quel est le ratio entre le nombre de contrats que vous avez en prospect, le nombre de factures que vous avez vraiment? Et enfin, le numérique responsable. Quelle place vous lui donnez? On sait très bien que dans les périodes, alors on ne va pas parler de crise, mais dans les périodes un peu plus tendues, il y a des sujets qui sont moins prioritaires. Le numérique responsable, pardon, y est certainement dans cette liste, mais peut-être que vous avez des actions. Alors, numérique responsable, pour que ce soit clair pour tout le monde, on parle des actions qui sont relatives à l'environnement, qui sont relatives à la manière dont on utilise le numérique. Ça passe par beaucoup de choses. Et normalement, un certain nombre de boîtes ont prévu de faire des choses pour l'année à venir. Alors je vois qu'il y a beaucoup de sujets dans recrutement. Juste dans le numérique responsable, c'est effectivement la partie sobriété, mais il y a aussi de l'inclusivité. Enfin, effectivement, sur l'emploi et le recrutement, c'est souvent comme ça. on a une thématique RH. Où il y a quelqu'un qui s'est énervé, je sais pas. Alors, procédure de recrutement personnel de demande restaurateur. Alors, effectivement, juste pour vous expliquer, je vais vous montrer juste après cette étude très rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez Numéum. Numéum, c'est un syndicat qui représente une très grande partie des boîtes du numérique français, qui fait également du lobbying. Je vous montrerai juste après ce que ça représente. Et ils font une étude annuelle que je vous invite à retrouver sur leur site. Elle a été publiée fin décembre de mémoire et une autre version début janvier. Et il donne toutes les infos que je viens de vous citer. Il y a un resserrement du marché. Alors, le problème du recrutement, on ne va pas en reparler pendant des heures. On sait qu'il y a une problématique. Vous savez que le taux de chômage est quand même historiquement bas. Donc, tout le monde a du mal à recruter. On est plutôt dans des démarches de débaucher, entre guillemets, ou de séduire des salariés extérieurs ou de bien garder ces salariés. Le numérique n'y fait pas exception. Donc ça va se poursuivre et ça va certainement s'intensifier un petit peu. De la même manière, ça nous emmène côté bien-être et rémunération. Les boîtes du numérique, de manière générale, ont mis un peu plus de temps à impliquer l'inflation. Je ne peux pas trop vous l'expliquer. J'imagine que ça vient plutôt des taux horaires qui étaient déjà assez élevés. Mais globalement, les salaires dans la tech n'ont pas suivi l'inflation. C'est à peu près 30%, 30%, 30%. C'est-à-dire qu'il y a 30% des boîtes qui ont suivi l'inflation, 30% qui ont fait à moitié et 30% qui n'ont pas suivi. L'inflation, l'année dernière, sur un salaire, ça pouvait être facilement 50, 100 euros brut de différence mensuelle qui est impactée au bout de 12 mois sans augmentation. Ça a été très vite. On le voit, si vous regardez la courbe d'augmentation du SMIC, sur les 5 dernières années, c'est 200 euros brut. Donc, il y a des vrais impacts et des vrais enjeux par rapport à ça. Et alors, l'inflation commence à ralentir, mais il y a un impact qui va en face. Du coup, effectivement, je vois que ça se remplit en même temps. De plus en plus de freelance, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, ça, dans l'étude, il y a un sujet il y a de plus en plus de salariés qui deviennent freelance. Vrai sujet. On pourrait faire écho à une conférence qu'on avait fait avec Stéphane Mallard sur la fin du salariat. Est-ce que ça va pousser vers ça? Je ne sais pas. L'équilibre vie pro-perso, le bien-être, enfin bref. Il y a une phrase qu'a prononcée, c'était Éric Larchevêque sur Qui veut être mon associé la semaine dernière, ça va commencer dans 2 heures, qui était: les jeunes n'ont pas envie de travailler, ils ont envie de savoir pourquoi ils travaillent. La semaine dernière. Et je pense que c'est ce genre de phrase et de récit qu'il faut qu'on garde en tête si on veut garder les personnes chez nous, si on veut attirer des jeunes, si on veut les garder et si on veut avoir une politique de recrutement et d'emploi plutôt stable. Voilà. Pour le reste, ça répond en même temps. Bon, j'essaie de rebondir aussi. Pour le reste, sur l'offre et le marché, globalement, je vous donne quelques chiffres. C'était déjà un petit peu tendu. Alors, le numérique, de manière générale, a connu sa meilleure année en 2021-2022, ses meilleures années, et ça s'est resserré au 2e trimestre 2023 pour différentes raisons. Nous, alors quand je dis numérique, c'est l'écosystème tech un peu de manière générale, parce que l'ensemble des startups y sont un peu soumises. On est très dépendant de l'ensemble des autres secteurs d'activité, industrie, transport, etc. On est offreur de services très souvent. Donc si les autres filiales ne fonctionnent pas, on a des difficultés aussi. Et globalement, il y a eu un ralentissement économique, donc on le subit aussi. C'est juste qu'il y a une petite inertie et que nous, ça peut se sentir un peu plus tard. Donc c'est à surveiller. Vous savez certainement
Je ne veux pas être annonciateur de mauvaises nouvelles, hein. Moi, je suis très positif de manière générale. C'est juste que c'est des paramètres à prendre en compte. Le BTP annonce moins 40% pour 2024. C'est énorme. Logiquement, nous, on le ressentirait peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Peut-être, peut-être pas, à surveiller. En tout cas, c'est un sujet important. Et pour le numérique responsable, globalement, la majorité des boîtes ont prévu de s'y mettre fort. Alors, soit ils l'ont fait, soit ils vont le faire. Je crois qu'on monte à 60%. Il y a des boîtes qui sont dans le numérique responsable, qui font des choses responsables et environnementales, n'est-ce pas? Mais voilà, effectivement, alors je vois peu prioritaire dans les entreprises. C'est toi qui as mis ça? Non. Mais effectivement, malheureusement, on risque que c'était déjà pas la priorité. Bon, dans la tech, je pense qu'on y fait attention pour plein de raisons. Mais malheureusement, ça va être difficile à pousser encore plus. Mais c'est vrai que c'est globalement sur les sujets RSE, sur beaucoup de sujets qui peuvent être considérés comme annexes par les grands groupes. Dès que ça commence à se tendre, c'est pas forcément sur ces sujets-là qu'ils vont passer énormément de temps et de budget. Le numérique responsable, c'est un petit peu la combinaison de tout ça, hein. C'est le DSI et le responsable RSE. Donc forcément, s'il y a des sujets à couper, ce sera cela. Ce sera l'opérationnel avant tout. Pour autant, il y a quand même une prise de conscience sur ces sujets. On a la chance à la Technopole d'être formateur pour une association qui s'appelle Latitude, qui vise justement à former une population plutôt lycéens et étudiants sur ces sujets de numérique responsable. C'est pas tout d'avoir un téléphone dans la poche, c'est aussi bien de savoir s'en servir et de s'en servir correctement. Et puis c'est aussi les salariés de demain, donc avoir en tête ces grandes notions. Yes. Alors il y a beaucoup de choses qui apparaissent, hein. Merci beaucoup. On pourrait rebondir sur plein de trucs et passer beaucoup de temps. Gardez-les bien en tête pour qu'on en parle après. Je reviens juste sur parce que je ne peux pas m'en empêcher, sur le manque de profil et le très peu de profil. Effectivement, alors c'est à globaliser entre ici, chez nous, et puis au niveau français. Ce que je vous ai dit en termes de chiffres, là, c'est beaucoup au niveau français. C'est vrai que d'un point de vue même local, je pourrais vous dire dans notre secteur, sur le développement informatique, sur un de nos secteurs, si on prend un exemple tout bête, globalement, il y a un petit peu de demande de postes. Les gens cherchent des développeurs, des équipes. Il n'y a pas énormément de formation locale. Il y en a, attention, l'EPF, l'UTT, l'IUT, etc. Enfin, on les connaît, il n'y a pas de souci. Mais il y a une inadéquation entre et c'est vrai dans beaucoup de métiers entre nous, une inadéquation entre l'attrait de la formation par les étudiants qui vont devenir ces professionnels et le vrai besoin qu'on a en face. Et ça, nous, on l'a toujours connu. Alors maintenant, il y a l'alternance, il y a plein de formats, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur si en fait vous regardez juste 5 minutes, vous calculez le nombre d'étudiants, on va dire en développement informatique, qui sortent tous les ans dans l'aube et le nombre de boîtes qui ont besoin de développeurs et combien elles en embauchent. En fait, il y a une année où on va avoir 50 offres d'emploi et 300 étudiants qui sortent. Et l'année d'après, on va passer à 2 offres et 500 étudiants. Et ça, c'est tous les ans. Et je ne peux pas vous dire sur 2024, mais sur 2023, personnellement, on a ressenti une complexité pour toutes les personnes qui sortaient d'études pour trouver ces postes-là. Je pense que là, c'est très compliqué pour eux, alors que pourtant, on est sur une période de plein emploi. Mais on l'a dit, il y a un resserrement des budgets, il y a un resserrement de plein de choses, donc ils le subissent. Et c'est sur les profils également, on parle des juniors, mais après c'est dans la seniorité aussi, où c'est parfois plus compliqué, localement aussi, de trouver les bonnes ressources. C'est ça. Je vous invite à aller voir Numéum. Donc je vous disais, 85% du chiffre d'affaires dans le numérique en France est représenté par ce syndicat. C'est plus de 2500 boîtes et 400 000 quasiment salariés, représentation de salariés. Je vous passe l'étude, j'avais prévu le PDF, mais ça va être un peu long, donc on va passer à la suite. Et juste, Numéum, c'est l'ancien Syntec, c'est ça? Oui, exactement. Enfin, c'est une fusion notamment avec Syntec. Ouais. Et du coup, on glisse sur un sujet qui est pour toi, Olivier, et qui est relativement lié aussi. Exactement. On en parlait là sur la partie tech, mais plus généralement, vous, en tant que salarié, employeur, dirigeant d'entreprise, quels seront pour vous les pivots dans les méthodes managériales en 2024, s'il y en a? On en a, nous, identifié 5, et d'ailleurs qui étaient ressortis dans le brainstorming juste précédemment. Le présentiel et remote, de mon point de vue, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre qui se trouve, où avant Covid, le télétravail était très peu répandu.
il a explosé et on est arrivé à un extrême un peu opposé au-delà des confinements. Et on arrive à une sorte de point d'équilibre, à mon sens, avec une moyenne d'un jour et demi, 2 jours par semaine dans beaucoup d'entreprises avec lesquelles j'ai pu échanger. Et aussi le fait que c'est très répandu en Île-de-France, mais on voit que aussi ici, localement, alors que les gens ne peuvent avoir que 10 minutes de transport pour aller au travail, pour autant, c'est quelque chose qui est sollicité par les collaborateurs. La semaine de 4 jours, là aussi, des entreprises se positionnent. On parlait d'attractivité, de marque employeur. C'est l'un des leviers qui est utilisé par certaines boîtes pour lesquelles les salaires peuvent être parfois un peu plus faibles et les capacités, en tout cas, à offrir des salaires élevés, un peu limitées. C'est l'un des leviers qui est parfois utilisé par certaines boîtes. C'est aussi une mentalité un peu différente. Je trouve que c'est intéressant. On voit aussi ici à la Technopole des boîtes qui s'intéressent à ce type de modalité. Le troisième point, un petit peu moins optimiste, le moral des salariés est plus bas, mais ce n'est pas lié seulement au travail, hein, c'est la conjoncture générale on voit que le moral des Français est plutôt faible en ce moment. Ce que je voulais mettre en avant ici, c'est l'impact que ça peut avoir sur les relations sociales, les relations interpersonnelles au travail, qui se tendent aussi par le fait que le moral est plus compliqué. Le quatrième point, c'est l'automatisation des tâches. Vous l'aurez compris, en filigrane, on voit que l'intelligence artificielle rentre partout dans les entreprises. Ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches, particulièrement celles qui sont redondantes et avec une faible valeur ajoutée. Ça, c'est une tendance longue. On le voyait déjà, notamment dans des métiers tels que la comptabilité ou un certain nombre de métiers se sont transformés. On voit que ça va toucher d'autres professions, même des professions avec une forte valeur ajoutée. La médecine, le conseil, donc voilà des métiers qui étaient très intellectuels et très peu automatisés, vont aussi devoir se réinventer probablement demain. L'autre impact, c'est que les managers vont aussi devoir se réinventer. Quand les tâches des équipes changent, la posture du manager doit également changer, donner du sens, on en parlait tout à l'heure. C'est important de garder ces équipes motivées, même si les tâches à réaliser sont différentes. Et la cinquième chose, l'excubation. Donc c'est la possibilité pour une entreprise de faire appel à l'innovation de ses salariés. On avait appelé ça l'intrapreneuriat à une époque. Là, l'excubation, c'est vraiment avec la volonté de vouloir, pour l'entreprise, de devenir partenaire de son salarié, lui accorder 1 jour, 2 jours par semaine pour mener à bien son projet et ensuite prendre une part au capital. Le but, c'est vraiment que ce soit un service complémentaire de l'activité initiale, du cœur de métier de l'entreprise et de s'appuyer sur des ressources au sein de sa masse salariale pour les développer. Et donc, écoute, tu vois, pendant que tu nous l'expliquais, il y a eu 16 votes. Donc tu vois le classement un petit peu qui apparaît, effectivement, avec l'automatisation des tâches qui remonte en premier, le sujet remote en deuxième et l'excubation, effectivement, après en troisième position. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, nous, par exemple, sur l'automatisation des tâches, en dev, on a des outils que certains connaissent certainement comme Copilot. On a à peu près, gagné. On a accéléré en tout cas le temps de développement peut-être de 20 ou 30%, donc c'est des gros impacts. Alors ça peut impacter beaucoup de choses parce que on facture au temps passé, donc on va plus vite à faire des projets, donc on est moins payé. Mais en même temps, du coup, on peut faire plus d'applications, donc répondre à plus de besoins. C'est des vrais sujets sur lesquels on prend des positions. Tu parlais aussi de la semaine de 4 jours. Alors je suis surpris qu'ils soient en dernière position. Je ne sais pas si c'est peut-être pas une priorité, pour le coup, c'est vrai. Mais il y a un vrai sujet, et tu en parlais aussi avec l'excubation, sur, je pense, le sens du travail. Et du coup, quand tu bosses 4 jours par semaine, tu peux avoir une autre activité, tu peux avoir un autre loisir, tu peux avoir autre chose qui rend ton quotidien de travail hyper différent. J'en ai discuté avec certains dans la salle à différentes occasions. Je prends l'exemple des développeurs. Moi, de base, je suis un développeur informatique, mais je ne me voyais pas développer pendant 40 ans. Bon, au bout de 5 ans, du coup, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai fait autre chose. J'ai dû diriger la boîte, donc je ne développe plus, même si j'aurais bien aimé. Mais on sait tous que les développeurs, faire ça 40-50 ans, ça va être compliqué, je pense.
Enfin, il y en a peut-être qui donneront un autre avis, hein, mais on ne le sait pas encore, ça n'existe pas pour l'instant, des développeurs qui ont fait 50 ans. Mais peut-être que ils auront j'imagine qu'ils auront une activité complémentaire. J'imagine bien qu'on puisse développer toute sa vie, mais pas à 60 heures par semaine. Ça me paraît compliqué. À 35 peut-être, à la limite, mais on sait que des fois les heures dépassent. Et à 20 heures par contre, carrément. Donc il y a peut-être une démarche là-dessus, je pense que ça va s'accélérer, avec le remote aussi, avec plein de choses, avec le côté freelance. Est-ce qu'on ne va pas avoir des développeurs qui, parce qu'on travaille plutôt la nuit souvent, vont développer la nuit et puis vont avoir un mono de boulot l'après-midi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est je pense une tendance qui va se dessiner et qui va s'appuyer un peu plus sur les besoins à venir. Si tu voulais rebondir sur d'autres choses. Non, je sais pas. Alors peut-être que sur ce sujet-là, puisqu'il n'y avait pas la possibilité pour vous d'avoir d'input, s'il y a des questions ou des remarques, on peut éventuellement faire passer le micro. Et sinon, on passe au thème suivant. C'est tout bon, ça va? Alors, la question ouverte, on vous laisse. Donc le sujet, c'est green et mobilité, bon, environnement, RSE, je vais expliquer en même temps. On revient au nuage de mots-clés. Quelle action, vous pouvez en mettre plusieurs, mais quelle action vous comptez mettre en place, vous, l'année prochaine? Et je vais vous en citer quelques-unes qui ont été beaucoup poussées en 2023. Quelle action vous envisagez de mettre en place dans vos équipes? Ou si vous ne dirigez pas d'équipe, quelle action vous aimeriez que vos managers et vos équipes mettent en place d'un point de vue... alors, on va élargir le sujet, mais on va dire green, environnemental de votre entreprise, sa position, son éthique, sa politique RSE, ses pratiques, etc., etc. Si vous n'avez pas du tout d'idée, c'est aussi très intéressant. Mais je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir le présenter. Alors, en même temps, je vous en présente quelques-unes. Bon, dans ce qui se développe beaucoup, alors je ne sais pas si c'est un effet d'aubaine ou si c'est une vraie volonté. Vous savez que, par exemple, l'État légifère beaucoup, notamment sur tout ce qui est politique RSE. Il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je vous en donne un tout bête, que vous connaissez peut-être, mais qui est donc la prime mobilité. Aujourd'hui, la prime mobilité, c'est une prime. Alors, ça a encore changé en plus, là, donc mais c'est au moins 500 € à l'année qui peut être versé à un salarié selon sa méthode de déplacement, sans charge. D'accord? Donc, c'est 500 € pour salarié, 500 € coût pour l'entreprise. Ce genre de dépenses, alors, ça demande un petit peu de pilotage. Il faut savoir comment il se déplace. Donc, soit il y a un engagement avec une attestation sur l'honneur, soit on a des outils de pilotage. Et vous avez des plateformes, je vais citer Swile par exemple, sur laquelle on peut venir créditer cet argent. Aujourd'hui, en créditant cet argent, vos salariés peuvent dépenser cet argent pour des causes spécifiques, réparer leur vélo, payer ses transports en commun, etc., etc., pour un coût de 1 € pour 1 € pour l'entreprise. Avec tout ce qu'on vient de dire avant sur le resserrement économique, c'est des choses qui vont être indispensables. C'est des choses qui vont être, alors qui en plus sont poussées parce que d'un côté, l'État fait exprès en obligeant les entreprises à payer le transport en commun, mais vu que ça peut rentrer dans la prime mobilité, il y a un double arrangement. Okay, donc voilà. Donc on le voit, aide à la mobilité douce, vélo, abonnement vélo préhensage, bien-être salarié, automatisation, planète, etc. Dans les autres exemples, vous parlez du bien-être, c'est l'exemple que je vais vous montrer après. Ça s'est beaucoup développé l'année dernière. Vous avez des outils sur le suivi des objectifs et du bien-être des salariés. Vous le savez, alors vous le voyez certainement, il y a beaucoup de coachs aussi qui arrivent sur le marché, il y a beaucoup d'accompagnements qui se mettent en place. Il y a beaucoup de sujets pour essayer d'accompagner et de travailler sur un coach, c'est pas que pour les problèmes, hein, c'est aussi pour améliorer les compétences, c'est pour aider à se développer, c'est pour plein de choses. Et on a cette source d'accompagnement qui permet de améliorer les compétences de nos équipes. Et on a des outils pour essayer de piloter un petit peu ça. Je vous en montrer un juste après qui s'appelle Popwork, parce qu'il a beaucoup communiqué l'année dernière. Et ce sont des outils qui permettent d'automatiser tout ce qui est entretien one-one, suivi des objectifs, suivi de l'humeur à la semaine, suivi de... alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout remplacer par un outil, mais on était dans l'automatisation juste avant. Et c'est quand même très pratique de permettre à n'importe qui d'exprimer un problème ou un mal-être à n'importe quel moment. Oui, j'étais hier matin à la CCI avec le club RH de la CCI.
On a eu la présentation d'une start-up qui s'appelle Mu, dont le but est justement de permettre de donner ce thermomètre aux dirigeants de l'entreprise. La contrepartie pour le salarié, c'est de pouvoir obtenir des vidéos ou des conseils, par exemple sur la relaxation, sur des exercices de sport. En fonction des réponses qu'il va donner, ça permet de déterminer s'il est stressé, s'il est angoissé, quelles sont ses difficultés du moment, et de lui donner des exercices qui vont lui permettre justement de mieux aborder ces difficultés. Et en même temps, du coup, de donner une cartographie un peu aux dirigeants d'entreprise de l'état des troupes. C'est parfois des sujets difficiles à aborder. Tu parlais du sujet des one-to-one, et c'est parfois compliqué d'aller voir son dirigeant pour lui dire que ça va mal. Donc voilà, une solution technologique, qui permet aussi justement aux dirigeants d'aborder ce genre de difficultés. Ouais, c'est ça. Et puis, faut rappeler que les one-to-one, hein, c'est semestriel. Donc, il y a des sujets qui ne peuvent pas attendre un semestre. Et si on n'a pas le courage de venir demander à son manager, j'ai un souci ou j'ai ça, des fois, ça peut déclencher quelque chose, simplement d'avoir cet indicateur. Deux autres sujets très rapides sur tout ça. On a parlé de la mobilité. Je vois que c'est ce qui remonte beaucoup en même temps pendant que je vous parle. On a parlé du bien-être, entre guillemets, enfin du suivi du bien-être. Il y a également la politique RSE des entreprises. Alors, ça va se resserrer par rapport à tout ce que je vous dis. Si on part du principe que le marché du travail, la courbe du chômage n'a jamais été aussi basse, que les salaires doivent augmenter, qu'ils augmentent plus dans certains secteurs que dans d'autres, et que le bien-être au travail est une priorité, la politique de l'entreprise, on parle d'image de marque, on parle de toutes ces notions-là, deviennent indispensables. Si je dois choisir entre deux entreprises, mais il y en a une qui respecte mes valeurs et pas l'autre, respecter mes valeurs égale avoir des clients que j'aime bien, avoir des projets que j'aime bien, avoir une participation qui me convienne, ça change tout. Donc, ça passe par plusieurs choses. C'est l'éthique des clients, l'éthique des fournisseurs. Alors, ce n'est pas toujours évident. Mais ce sont des sujets qui vont se renforcer et que si on ne les surveille pas peuvent poser quelques soucis. Beaucoup de mots-clés autour de la facturation électronique, ouais. Du zéro papier. Et c'était effectivement des actions qui avaient été entreprises. Les projets avaient été initiés il y a quelques années. Et on voit que ça y est, les obligations tombent aussi. Et la systématisation, surtout sur toute la chaîne de valeur, et des sous-traitants aussi, vont être obligés d'utiliser ce type de solution. C'est ça. Voilà une bonne chose à mon sens. Complètement. Et je pense que de tout ce qu'on vous évoque, on va passer. Il y a un certain nombre de sujets comme ça qu'on a balayés. Je pense qu'il faut assimiler le fait que c'était des options et qu'elles vont devenir indispensables. La politique RSE, ça va encore prendre du temps. Je veux dire, tu parlais du club RHR, je crois que Dodi a participé, donc un outil pour pouvoir faire son bilan carbone aussi. Enfin, tout ça, si on prend le bilan carbone, c'est un autre sujet que je voulais aborder. Vous connaissez peut-être plus Greenly ou autre. Il faudra utiliser Dodi en l'occurrence. Mais il y a des outils qui vous aident à faire votre bilan carbone d'entreprise. Il y a quelques années, c'était pour faire beau. Là, maintenant, ça commence à devenir important pour les gens en interne. Et puis, dans quelques années, ça sera des labels obligatoires. Soit on le subit, soit on le prend en main, mais ça commence à basculer. Exactement. L'heure tourne et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire toutes les thématiques. Un petit dernier. Non, attends. Et du coup, juste sur la partie des bilans carbone, je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais j'ai identifié une start-up qui s'appelle Carbon Maps et qui permet justement de faire son bilan carbone. C'est à l'attention des agriculteurs en particulier. Et l'intelligence artificielle permet également de calculer des hypothèses, des poches d'amélioration pour l'agriculteur. Quelles sont les actions et les leviers qu'il a pour améliorer son bilan carbone. Et donc voilà, ce n'était pas forcément prévu pour être dans cette thématique, mais on n'aura probablement pas le temps de tout couvrir ce soir. Et d'ailleurs, je vois des mots qui remontent aussi, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du coût de tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai que c'est des frais en plus qui n'existaient pas avant. Il faut espérer que l'automatisation nous permette de faire des trucs qu'on ne pouvait pas se permettre avant, effectivement. Est-ce qu'on se fait une question ouverte ou un dernier sujet ? Dernier sujet ? Un dernier sujet. Un dernier sujet. Alors ça, c'était Popwork, pardon, je vous en ai parlé. Je t'en prie, c'est pour toi. Sur le retail, du coup, le retail, la distribution, on a eu une experte dans la salle. Cette année, le prix passera avant tout, point d'interrogation. L'importance de l'image prix pour vous en tant que consommateur. Et donc,
Quatre boîtes, encore une fois, quatre exemples. L'ultra fast fashion, donc c'est tous les sites tels que Shein, Primark qui s'installera prochainement à Troyes. Enfin voilà, vraiment ces collections très rapides à des prix très bas. Est-ce que c'est vraiment un antidote à l'inflation, le fait d'avoir positionné ce sujet juste après la partie green voilà, le premier commentaire exactement. Le deuxième, c'est la tarification dynamique. Là aussi, une tendance qu'on risque de voir émerger sur les sites e-commerce en 2024. C'était plutôt connu sur la partie cash and carry pour les professionnels. Quand ils achetaient un carton ou une palette, et ben, ça leur coûtait moins cher que quand ils achetaient le produit individuel. C'est des sujets et des modèles qui pourraient apparaître à partir de 2024 sur les sites web. La partie des dupes et donc les fausses contrefaçons, exactement. Temu étant une bonne illustration, et donc la capacité à trouver ce qu'on appelait des sous-marques dans le temps, et qu'on appelle donc maintenant des dupes, pour essayer de faire des bonnes affaires. Et puis la dernière partie, donc le quiet luxury. Et est-ce que c'est la fin du bling bling, les marques de luxe du coup qui sont un peu moins tapageurs, et la volonté d'être un tout petit peu plus discret quand on achète ce type d'article. Voilà, ça c'est les tendances retail que j'ai pu de mon côté identifier, et donc les commentaires sur l'ultra fast fashion, relocaliser la production, vive Vinted, le coût environnemental, exactement. Bah, est-ce qu'on va réussir à l'empêcher en fait? C'est plutôt ça la question. Enfin, je sais pas comment tu voulais. Ouais, non, mais alors il y a toujours un peu une sorte d'ambiguïté entre ce qu'on pense tous et ce qu'on réalise comme acte d'achat. Et donc, en tout cas, il y a une prise de conscience sur ces sujets-là et qui me semble très importante, qui se poursuivra sur 2024. Et donc, exactement, je suis intéressé de voir s'il y a vraiment cette capacité à ralentir ce rythme d'expansion sur la partie ultra fast fashion. D'ailleurs, le sujet que tu abordes en rigolant, mine de rien, quand on voit l'engouement du fait que Primark vienne s'installer en ville, ça pose une vraie question. Enfin, je veux dire, c'est le sujet. En vrai, je pense que c'est important. Enfin, ça va dynamiser le centre-ville. Certainement, ça va ramener du flux. Mais quid des conséquences, enfin entre guillemets, voilà, est-ce que demain tout le monde va acheter que du Primark avec les conséquences indirectes que ça a? Est-ce qu'on a besoin de ça pour redynamiser un centre-ville? Est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce qu'on a de mieux à proposer? C'est Exactement. compliqué. J'ai l'impression que l'engouement est à peu près équivalent à l'arrivée de Clarins et la création de 300 emplois. Enfin, c'est assez surprenant. C'est vraiment, ça fait la une du journal. Enfin, c'est vraiment un événement local. Alors que quand on interroge individuellement, on se rend compte quand même que c'est mal. Oui, oui, et puis enfin oui, ça va un peu. En fait, c'est pour le coup, c'est antinomique parce qu'on essaye de, c'est écrit, hein, rapatrier la production, essayer de produire plus local, essayer de refaire des boucles entre guillemets moins grandes de distribution. Mais alors, on a quand même besoin de grandes marques. Hein. Enfin, je veux dire, je veux pas avoir un discours non plus trop extrême entre guillemets, mais le juste milieu est pas évident. Quoi. Là, on va quand même se retrouver avec 800 mètres carrés de chemise à 3 euros. Donc voilà, comment ça va s'impacter. Et bon, pour revenir après au sujet pour nous tous, hein, effectivement, toutes ces méthodes, quand on est dans une période économique un petit peu plus resserrée, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va développer? C'est une bonne question. Et du coup, pour le deuxième sujet, encore faut-il avoir la trésor, les tendances marketing, pourquoi pas les shrinkflation. Donc, vous n'avez pas l'air d'y croire à cette tarification dynamique. Alors, si on parle hypermarché, c'est du grand classique en fait. Hein. La politique tarifaire du début de mois, c'est de faire des lots en gros, et puis quand on arrive sur la fin du mois, ça va plutôt être moins 20, moins 30, moins 40%. Donc finalement, il y a pas, le e-commerce n'a rien inventé sur ce sujet-là. C'est très classique dans la grande distribution. Mais on ne l'avait pour autant jamais vu. Donc on verra si ça prend ou si ça ne prend pas. Le yield management, donc la partie du pricing dynamique,
très connu dans la partie de l'aviation, et donc plus on approche de la date du départ du vol, plus les prix sont élevés. Ça a pris aussi un peu de temps à se mettre en place, et maintenant c'est une habitude de consommation. On n'est pas surpris en tant que consommateur d'avoir ce type de pricing appliqué. On verra si ce sera la même chose sur la partie du pricing dynamique. Et sur les dupes, Vivaction. Donc il y a quand même des pro dupes dans la salle, et donc là aussi un sujet plutôt pour les marques sur ces fausses contrefaçons, et comment elles arrivent à se positionner là-dessus, à conserver un aura suffisant pour contrer ces sous-marques. Je crois qu'il y a un débat sur le Quiet Luxury. Je te laisserai expliquer et puis illustrer. Le luxe, c'est pas bling bling. D'accord, exactement. Mais enfin, ça dépend beaucoup. Ça dépend peut-être aussi beaucoup des marques. Attends, il se faut un débat, je crois là. On va vous laisser. Mais je crois que c'est un débat qu'on va pouvoir poursuivre autour du buffet traditionnel. On est arrivé au terme du temps qu'on s'était accordé. Merci beaucoup pour votre contribution durant toute la soirée, d'avoir joué le jeu avec la possibilité d'ajouter aussi vos idées et vos contributions. Et tu le disais en introduction, la possibilité de pouvoir en discuter ensemble maintenant. Merci beaucoup pour l'invitation, puis très content d'avoir pu tester ce format. On a balayé énormément de sujets. Je pense que ça fait plein d'informations différentes. Donc profitons-en autour d'une coupe et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.